Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Crime et Enquête. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire que vous connaissez probablement déjà. C'est l'histoire de l'enlèvement et de l'assassinat du petit James Bulger. Ça se passe à Liverpool au début des années 90. C'est deux enfants d'une dizaine d'années qui l'ont enlevé et qui l'ont assassiné. Je vous parle de ce cas aujourd'hui pour deux raisons. Je voulais aller un petit peu plus en détail dans ce cas, voir un petit peu quelle était la vie qu'ils avaient eue, donc les deux enfants, avant de commettre le crime, sans vouloir excuser du tout ce qu'ils ont fait, mais juste essayer de comprendre un petit peu le contexte. Et puis, il y a eu la semaine dernière une émission sur Channel 5, une chaîne britannique, qui donnait de nouvelles révélations sur l'affaire que je voulais vous partager. On est le 12 février 1993 lorsque Denise Bulger emmène son fils James au supermarché. Elle est en compagnie de Nicolas, sa belle-sœur. Les deux femmes font quelques courses dans le supermarché, puis Nicolas va revendre des habits dans un dépôt-vente qui se trouve pas loin, et Denise en profite pour aller récupérer une commande auprès du boucher. Et voyant qu'il n'y a personne dans la boutique, elle dit au petit James qu'il peut rester jouer devant la vitrine pendant qu'elle récupère donc sa commande. Malheureusement, le boucher avait fait une erreur dans la livraison et elle a passé un tout petit peu plus de temps que prévu dans la boutique. Et en ressortant, elle ne revoit pas son fils. La jeune femme est complètement paniquée. Elle rentre à nouveau chez le boucher. Elle demande si quelqu'un a vu son fils. Elle dit qu'elle l'a à peine quitté quelques secondes des yeux. Elle est vraiment en panique totale. Elle est terrorisée. Dans le même temps, deux mauvais garçons de Liverpool vont faire une fois de plus l'école buissonnière. Ce sont deux garçons qui sont coutumiers du fait. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils jettent leur sac, ils cachent leur sac d'école et puis ils vont commettre des méfaits, des vols ou embêter des gens, ou aller jouer tout simplement. Donc ce jour-là, ils décident d'aller au supermarché pour voler diverses choses. On sait qu'ils volent des choses dont ils n'ont pas besoin. Souvent, ils abandonnent les choses qu'ils ont volées. Ils volent des choses, des fois dans des magasins de bricolage, des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Ce jour-là, ils commettent quelques vols, ils volent de la peinture, ils volent des piles. Ils sont assez vite repérés par les vendeurs parce qu'ils sont en habit d'école. Vous savez, en Grande-Bretagne, ils ont des uniformes scolaires, donc ils sont assez vite repérés. Les vendeurs se disent qu'ils devraient être à l'école et que c'est pas normal s'ils traînent par là. Donc ils sont un petit peu surveillés. Un petit peu plus tard, dans l'après-midi, les deux garçons sont vus en train de tenter d'emmener un petit bébé de 2 ans par la main, et la maman de ce bébé repère tout de suite ce manège et appelle son enfant. Celui-ci revient tout de suite vers sa maman et en quelque sorte ça va le sauver. Quelques instants plus tard, ils repèrent le petit James qui joue tout seul devant chez le boucher. Ils vont s'approcher de lui, ils vont lui parler tout gentiment, lui proposer quelques bonbons, lui tendre la main et lui proposer de les suivre. Ce que le petit James, qui est un petit garçon adorable, va faire, il va les suivre. Tout de suite, les deux garçons emmènent le petit à l'extérieur du supermarché. On sait, grâce aux vidéosurveillances qui seront découvertes par les enquêteurs plus tard, qu'il est 15h42 lorsque les deux garçons passent la porte du supermarché. Dans le même temps, Denise est paniquée, elle retrouve sa belle-sœur, elles font des recherches dans le magasin, je pense qu'elles apostrophent des gens, elles demandent si elles n'ont pas vu un petit garçon égaré. Très vite, elles vont faire appel à la sécurité, un appel va être fait dans le magasin, on va demander si on a vu le petit James ou si le petit James peut se rendre à un endroit précis. Malheureusement, celui-ci ne sera jamais revu dans le magasin. Pendant ce temps, Robert Thompson et John Venable ont déjà emmené le petit James au travers des rues de Liverpool. Ils vont faire un trajet de 3 km avec l'enfant. Ils sont vus par différents témoins qui vont observer l'enfant qui pleure, donc le petit James. Alors il pleure parce que plus il s'éloigne du magasin, plus il commence à se rendre compte qu'il est loin de sa maman. Il pleure. Les deux garçons sont très vite agressifs avec lui. Alors des moments ils sont agressifs, des moments ils sont gentils, je pense un petit peu pour le faire tenir, mais très vite ils vont le taper, ils vont lui porter des coups au visage. Des passants vont voir d'ailleurs des traces de sang et des traces de coups sur le visage du petit James, ce qui fait qu'ils vont s'approcher du trio pour demander ce qui se passe. Alors ils vont dire plusieurs choses à ces passants. À certains passants ils vont leur dire que c'est le petit frère de l'un d'eux, qu'il est tombé, et qu'ils vont
le raccompagner à sa maman pour qu'elle le soigne. À un autre passant, ils vont lui dire qu'ils ont récupéré cet enfant au supermarché, qui s'était perdu et qu'ils l'amènent à la police. Malheureusement, aucun des passants, aucune des personnes qui vont s'adresser au trio ne vont s'assurer que les deux garçons vont bien restituer James soit au commissariat, soit à sa maman. Donc comme je vous l'ai dit, ils vont emmener le petit James sur la voie ferrée qui se trouve à 3 km du centre commercial. Là, ils vont commettre des actes vraiment horribles, alors si bien que tous les enquêteurs ne connaissent pas les détails de la mort du petit James, et en tout cas la maman donc la maman Denise Bulger ne connaît pas les détails de tout ce qu'a subi son enfant. Je vous le fais vraiment en bref. Les deux gamins ont battu à mort avec une barre de fer l'enfant. Avant ça, ils lui ont aspergé les yeux d'une peinture bleue. Le petit a hurlé de douleur, il était vraiment effrayé, il était paniqué le pauvre, mais ça les a pas arrêtés et ensuite ils l'ont battu et fait vraiment horrible, il a ensuite subi des violences sexuelles. Mais les deux enfants ne vont pas s'arrêter là, ils vont avoir l'idée de cacher leurs méfaits. Ils vont donc abandonner le petit sur la voie de chemin de fer en laissant donc le corps de l'enfant, avec une partie du corps à l'intérieur des voies de chemin de fer et l'autre partie donc à l'extérieur pour que lorsque le prochain train passe, il écrase l'enfant et les deux gamins pensent que avec ça, ça va effacer tous les indices. Après le meurtre, John et Robert vont se rendre chez un copain en commun, celui-ci n'est pas là, donc ils vont aller au magasin de jeux vidéo. C'est d'ailleurs là que Suzanne Venable va retrouver les deux garçons. Alors elle est folle de rage, son gamin a fait à nouveau l'école buissonnière, donc elle rentre dans le magasin, elle les embarque, elle les tire dehors par le bras et elle leur file une rouste, en tout cas une bonne claque, elle n'est pas contente. Robert on profite pour se tailler chez sa maman et puis Suzanne Venable, elle va amener son fils au poste de police du coin pour que l'agent de service passe un savon à son fils parce qu'il a fait encore une fois l'école buissonnière. Robert qui est retourné chez sa maman, lui va aller un petit peu pleurer dans les jupons de sa maman pour dire que Suzanne Venable lui a mis une claque et que c'est pour ça qu'il a des marques sur le visage. Parce qu'en fait, il rentre, il a quelques marques suite au violent tabassage du petit James. Il a des marques sur le visage, donc il va en profiter pour prendre le rôle de la victime et dire à sa maman que c'est Suzanne Venable qui lui a fait ça, ce qui est peut-être vrai pour une des marques, en tout cas elle a dû lui mettre une gifle. La maman de Robert Thompson, elle va appeler la police pour déposer une plainte contre la maman de John, donc Suzanne Venable, parce qu'elle a mis une claque à son fils. De son côté, Denise est toujours désemparée, elle recherche toujours son fils, elle fait appel aux médias, aux journaux, elle fait diffuser très largement la photo de son enfant, espérant des témoignages qui pourront aider à le retrouver. C'est vers minuit à peu près que la police peut obtenir les images de vidéosurveillance du centre commercial et là c'est assez l'horreur c'est assez la stupeur pour les enquêteurs. Ils pensaient pas voir deux ados, d'abord ils pensent que ce sont deux ados, ils imaginent qu'ils ont à peu près 13 ans, que ce sont donc deux ados qui emmènent le petit James à l'extérieur du magasin. Jusque-là, les enquêteurs avaient imaginé que c'était un pédophile ou quelqu'un de mal intentionné, mais en tout cas pas de jeunes personnes. Encore moins des enfants d'une dizaine d'années. Alors ces images de vidéosurveillance, elles ont fait le tour du monde, en tout cas en Grande-Bretagne, elles ont été diffusées à large échelle, je pense que tout le monde les avait vues, et les mamans de John Venable et Robert Thompson vont commencer à avoir quelques doutes sur leurs enfants, donc ils ont fait l'école buissonnière ce jour-là, le centre commercial n'est pas très loin. Alors, les images de vidéosurveillance sont pas d'une grande qualité, donc on voit, c'est pas très net, mais elles pensent reconnaître éventuellement le vêtement de leurs enfants. Donc elles posent la question à leur fils, chacune de leur côté, elles posent la question: est-ce que tu es impliqué dans cette affaire? Chacun va répondre que non, ils sont absolument pas impliqués dans cette affaire. C'est le dimanche matin que le corps du petit James va être retrouvé. Il sera retrouvé par 4 adolescents d'une quinzaine d'années, 14 ans je crois, qui se promènent sur la voie ferrée. Ils vont donc tout de suite prévenir la police.
Des détails vont être révélés dans la presse au sujet de la découverte du corps, hein. Donc on va révéler que le corps a été découvert. Le corps découvert, donc comme je vous l'ai dit, coupé en deux, enfin dans un très très piteux état. Le bas de son corps est dénudé, hein, ce qui a fait tout de suite penser à des sévices sexuels. Et puis on parlera aussi de cette peinture bleue qui a été mise dans les yeux de l'enfant. Et là, de nouveau, les parents des deux enfants, John et Robert, vont à nouveau soupçonner leur gamin, puisque je crois que c'était John qui rentrait avec des taches de peinture bleue sur sa veste, et bah, ça va mettre un petit peu la puce à l'oreille de ses parents. Sa maman va se confier à une amie qui, elle, va assez vite contacter les enquêteurs, et les deux enfants vont être interrogés. Les deux garçons sont convoqués pour un interrogatoire le jeudi 12 février. La police se rend chez eux pour leur signifier qu'ils sont donc convoqués pour cet interrogatoire. Robert se met à pleurer tout de suite, il n'a pas l'air très très bien, on constate des traces de sang sur ses chaussures. En ce qui concerne John, sa maman va directement parler des taches de peinture sur ses vêtements et John va directement pleurer en disant qu'il ne veut pas aller en prison. Malgré tous ces détails, la police va pas instantanément les soupçonner du meurtre, hein. Je crois que c'est difficile pour eux d'imaginer que c'est deux gamins de 10 ans qui ont tué ce bébé de 2 ans, quoi. Durant les interrogatoires, les deux enfants vont se comporter de manière totalement différente, ce qui va laisser à penser que c'est Robert qui est l'instigateur de tout ça. Alors j'ai toujours pensé, avant de me pencher plus en détail dans cette affaire, que c'était John Venable qui était l'instigateur des faits. Alors peut-être parce qu'il a l'air, à mon sens, un petit peu plus malicieux sur les photos, et que bah, il a récidivé, enfin il a eu affaire à la justice plus tard, hein, je vous l'expliquerai tout à l'heure dans la vidéo. Et puis ben du coup, ça m'a étonnée quand j'ai lu les rapports de l'époque en fait, mais c'était Robert Thompson qui était accusé d'être l'instigateur, qui était accusé d'être même un psychopathe par certains journaux, parce qu'en fait, il n'a pas pleuré ou quasiment pas pleuré durant les interrogatoires. Il avait l'air moins concerné que John, qui lui pleurait beaucoup, regardait sa maman, avait l'air d'avoir besoin de son consentement pour parler en fait. Mais voilà, en tout cas, le sentiment qui a été laissé après ces interrogatoires, c'est que Robert était le mauvais garçon et que John était le suiveur. Les deux garçons sont mis en détention dès la fin de leurs interrogatoires. Il y a quand même de nombreuses preuves, le sang sur les chaussures, les traces de peinture sur les vêtements, et sauf erreur, on trouve une petite empreinte de la main du petit James sur l'un des vêtements. Donc ça fait quand même beaucoup. Les deux sont directement amenés en détention dans des lieux séparés, et ils se reverront plus jamais suite à ça, à part au procès, mais ils ne pourront plus jamais s'adresser la parole. Durant le procès, on apprend un petit peu plus sur le profil des familles et des garçons. Alors je voulais juste préciser qu'au moment du procès, leur identité n'est pas connue, c'est le garçon A et le garçon B. Donc on ne parle pas encore de John Venable et de Robert Thompson. On n'a pas non plus de photos des deux garçons. Je crois que c'est vers la fin du procès que leur identité sera révélée au public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Robert, il a pas une vie très très facile avant les faits. Il est traité de bouboule à l'école, ses camarades se moquent assez de lui. Il a tendance à sucer son pouce, une habitude qu'il gardera jusqu'à l'âge de 14 ans d'ailleurs, donc ce qui va attiser les moqueries de ses camarades. Il a grandi dans une famille de 6 enfants. Son père est parti, a abandonné donc sa maman pour partir avec une autre femme. Anne Thompson, elle a dû reprendre le flambeau de la famille toute seule. Elle a obtenu un logement social, donc ce qui l'a pas mal aidé. Malheureusement, son logement a brûlé, donc toutes leurs affaires sont parties en fumée. Et la jeune femme passe beaucoup de temps au pub, elle passe beaucoup de temps à boire. Pour elle, c'est vraiment pas facile. Son mari qui l'a abandonnée, enfin son ex-mari qui l'a abandonnée, lui revient de temps en temps dans le quartier pour voir sa maman, mais il revient jamais voir ses fils, donc c'est vraiment dire. Et Anne Thompson envoie ses fistons à la fenêtre de sa grand-mère pour faire des doigts d'honneur à sa grand-mère et à son papa lorsqu'il est en visite. 2 ans avant les faits, Anne Thompson est de nouveau mise enceinte par un autre homme. Celui-ci va
l'abandonner également, donc ça fait un 7e enfant. Robert Thompson occupe la 5e place de la fratrie, c'est vraiment pas une place facile dans la fratrie. Ce qu'on peut dire, c'est que les garçons de la famille Thompson sont tous assez intelligents. Les premiers vont faire quand même des études, ils sont assez forts en maths, donc ouais, il est dit de ces garçons qui sont loin d'être stupides, ce qui est d'ailleurs le cas de Robert, hein. Il a obtenu plus tard son baccalauréat, il est même, de ce qu'on dit, un petit peu plus intelligent que la moyenne. Dans la famille de John Venable, ils sont 3 enfants. Lui, il a la place du milieu. Il a un grand frère de 13 ans et une petite sœur de 9 ans. D'après l'avis de sa maman, elle pensait vraiment pas que ce serait lui qui poserait problème. Je crois que la petite sœur, elle a besoin de soutien scolaire. Il y a d'autres soucis dans la famille, mais de l'idée de sa maman, donc Suzanne Venable, c'était pas John qui allait poser souci. Ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça quand on voit ce qui s'est passé plus tard. John Venable vit aussi dans une famille séparée, mais le papa vit à 1 kilomètre de la maison. D'ailleurs, Suzanne dira qu'ils n'ont jamais vraiment été séparés. Il voit ses enfants au minimum tous les 2 jours. Il est très impliqué dans la vie de famille. Un détail sur le papa de John Venable, c'est un cinéphile très connu pour adorer les films d'horreur. Il en loue très souvent et la police va regarder une cinquantaine des films qu'a loué Neil Venable pour voir si ces films auraient pu influencer son fils. Il n'y a aucune preuve que son fils regardait ces films. D'ailleurs, le papa va dire qu'en général, il interdisait à son fils de regarder ces films. Petit détail, des films de Chucky, de la peinture est aussi jetée au visage d'un des personnages, ce qui va faire que ce film sera interdit à la télé publique britannique pendant plusieurs années suite à cette affaire. On en sait un peu plus sur leur rencontre. On sait qu'ils se sont rencontrés parce qu'ils ont tous les deux redoublé une année et qu'ils ont tous les deux été souvent collés, privés de récré ou autre, et que ils se sont retrouvés à se battre dans la cour d'école un jour, se trouvant tous les deux très forts. Ils sont devenus très copains, surtout copains pour faire des bêtises. Ils étaient connus pour beaucoup sécher l'école. Et faire des petits vols, embêter les gens, être très bagarreurs. Ils n'avaient pas de très très bonne réputation. Robert Thompson, qui est vraiment coutumier de l'école buissonnière, va inviter son copain John Venable à en faire de même. Celui-ci va décliner l'invitation une première fois, mais il sera ensuite intrigué par ce que fait son copain, donc il va le suivre. Et ensuite, ils vont sécher, alors pour l'année en cours, 37 journées sur 60, donc c'est énorme. Il loupe plus que la moitié des jours de cours. Le procès commence donc le 1er novembre 1993 et la salle est adaptée pour que les 2 enfants puissent assister au procès. Leurs chaises sont surélevées. En ce qui concerne le comportement des 2 enfants lors du procès, alors ils vont très peu participer à leur procès, on leur pose à peine quelques questions et Robert Thompson, lui, de nouveau, fait figure d'enfant un petit peu sans sentiment en fait. Il baille durant son procès, il enlève même ses chaussures. Lui, il n'a pas sa maman à côté, ce qui est le cas de John, hein. Lui, il a sa maman à côté, il pleure un petit peu durant tout le procès, mais Robert, lui, il est à côté de son assistant social, ce qui va donner une autre image, une image plus froide. Donc du coup, c'est vraiment lui qu'on verra comme l'instigateur des faits. Un autre détail, c'est que la maman de petit James, Denise Bulger, ne se sent pas capable du tout d'assister au procès et on la comprend. Elle est enceinte de son 2e enfant, donc elle essaye de se protéger et elle se rend bien compte qu'elle ne veut pas connaître tous les détails de l'assassinat vraiment affreux de son enfant. Donc elle se protège et elle sera présente uniquement pour les délibérés, pour l'annonce du verdict. Ils seront donc tous les deux condamnés à une peine de 10 ans minimum, mais non définie dans le temps. Plus tard, cette peine sera augmentée à 15 ans, puis revue à 8 ans. Donc ils vont faire effectivement 8 ans de prison, ce qui les fait sortir à leur majorité à 18 ans. On va leur donner une nouvelle identité, donc pour plusieurs raisons. Ça peut paraître choquant qu'on leur donne une nouvelle identité, qu'on les protège, mais on les protège pour plusieurs raisons. Il y a même une injonction mondiale, on n'a pas du tout le droit de divulguer ni leurs photos, ni l'endroit où ils habitent, ni leur nouveau nom. On peut être condamné à 3 ans de prison. S'il y a cette injonction mondiale, c'est pour plusieurs raisons. C'est pour éviter que ces 2 personnes qui ont payé leurs dettes soient lynchées, soient tuées. Ils sont toujours aujourd'hui haïs par la Grande-Bretagne dans son entièreté.
et puis pour éviter que des personnes qu'on accuse d'être John Venable ou Robert Thompson soient lynchées à tort en fait. C'est d'ailleurs arrivé, un homme a été accusé à tort d'être Robert Thompson, il a été presque lynché et ce jeune homme s'est suicidé, donc ça peut vraiment mener à des drames. Je voulais vous parler également de la détention des petits parce que, alors j'ai trouvé très peu de détails sur la détention de John Venable. Lui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été détenu dans une section, dans un lieu où normalement ce sont de courtes peines. Donc l'endroit avait été un petit peu réaménagé pour lui puisqu'il allait en faire un minimum de 8 ans. Ce qui concerne Robert Thompson, il y a plus de détails qui sont parus dans la presse puisque un ancien travailleur social qui s'est occupé de lui pendant toute sa détention a témoigné dans le Daily Mail. Ce qu'il pourra dire, c'est que déjà, une première chose, c'est que Robert Thompson a fait l'objet d'une attention particulière parce qu'il fallait faire attention qu'il ne soit pas agressé, pas repéré par les journaux. Ça pouvait être dangereux pour lui, dangereux pour ses autres co-détenus. Donc il a dû apprendre très très vite à mentir sur son identité, à perdre son accent, hein, parce qu'à Liverpool, ils ont apparemment un accent assez reconnaissable, donc on lui a appris à perdre cet accent déjà pour éviter d'être repéré par cet accent. Et puis, on les aura appris à mentir sur leurs crimes et à mentir sur leur nom. Ce que je peux vous dire donc sur Robert, c'est que apparemment durant toute sa détention, il n'a pas non plus versé de larmes. C'est peut-être quelqu'un qui pleure pas en fait, simplement pas qu'il ait son sentiment, mais peut-être quelqu'un qui pleure pas. Il a regardé tous les journaux télévisés au moment de son procès. Il demandait vraiment à ça. Ce qui l'intéressait de regarder à la télévision, c'était vraiment ça. Tous les journaux qui parlaient de lui, tous les reportages qui parlaient de lui. Donc il était conscient de la haine qu'il instillait à toute la population britannique. Il recevait donc des visites très fréquentes, tous les 3 jours de sa maman, il a été très entouré, c'était quelqu'un qui était plutôt apprécié de ses camarades, quelqu'un qui causait pas trop de soucis. En tout cas, quelqu'un qui avait quelques privilèges. Pas privilèges, mais on avait peur de l'énerver. On voulait pas de débordement avec lui, donc les surveillants et autres avaient tendance à si je peux l'expression, de le brosser dans le sens du poil. Donc il jouait un petit peu de ça, sans en abuser non plus, mais il arrivait à se coucher un petit peu plus tard que les autres. Enfin voilà, mais en tout cas il avait un très bon contact avec les travailleurs sociaux. C'est quelqu'un qu'on décrit donc avec un QI supérieur à la moyenne, quelqu'un qui aime beaucoup l'art, qui aime beaucoup la peinture. D'ailleurs, il peint très bien d'après ce qu'on dit le travailleur social. Quelqu'un qui n'a jamais trop posé de problème durant sa détention. On sait par contre qu'il a été très bon copain avec un autre détenu qui lui avait tué sa maman, donc ça fait assez aussi froid dans le dos. Il a eu une petite amie, quand bien même c'est interdit dans le centre où il se trouvait, mais bon, voilà, certains interdits sont transgressés dans ces centres. Il avait une petite amie donc qui a passé une année dans ce centre. Apparemment, il a eu le cœur brisé lorsque celle-ci a fini sa peine. Elle était au courant de ce qu'il avait fait, elle était incarcérée pour vol. Voilà, donc il était en couple avec cette fille pendant une année. D'autres faits, c'est que ce travailleur social dit lui que il était certain, à son sens, que Robert Thompson ne récidiverait jamais et qu'il n'aurait aucun problème dans la vie future. Il avait d'ailleurs pas trop peur de retourner dans la vie publique. À un moment donné, ce qu'il dit par contre, c'est qu'il avait voulu se faire un tatouage et que le travailleur social a bien discuté avec lui qu'un tatouage c'est un signe qui est vraiment reconnaissable, que si un jour on le repère par ce tatouage, il aura beaucoup de peine à le dissimuler. Donc ça a dissuadé Robert qui n'a finalement pas fait ce tatouage. Effectivement, après sa remise en liberté en 2001, on n'entendra plus jamais parler de Robert Thompson. Il ne fera jamais de vagues, jamais de bagarres, jamais de soucis avec la justice en tous les cas. Deux choses qu'on peut dire, c'est qu'on a dû lui changer une fois d'identité parce qu'il avait trouvé un job dans un bar, ça se passait bien, pas de soucis, mais sa maman qui vient lui rendre visite très régulièrement même dans ce bar, elle a gardé cet accent de Liverpool très reconnaissable et ça a commencé un petit peu à éveiller les soupçons, si bien que pour éviter qu'il soit repéré, on lui a changé donc son identité. En ce qui concerne John Venable, on va en entendre beaucoup parler après sa libération en 2001. Il sera accusé plusieurs fois de faits graves, de diffusion et de possession d'images pédopornographiques, même des images assez choquantes. Il sera condamné une première fois, sauf erreur de ma part, en 2007 et il a été à nouveau en 2018 incarcéré et jugé pour 4 mois de prison, de nouveau pour des faits de détention et de diffusion d'images pédopornographiques.
Ce que je trouvais intéressant de relever, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, moi j'ai toujours pensé que c'était John Venable qui était l'instigateur de cette affaire. Ouais, qui était un petit peu le chef de bande, hein. Je veux pas prêter plus pas dire que c'était un psychopathe, mais voilà, j'avais un peu cette idée que c'était lui le mauvais garçon du couple. Demandez autour de vous d'ailleurs, c'est intéressant je lisais sur un forum aussi quelqu'un qui disait oui, c'était lui le mauvais garçon, John Venable. Non, effectivement, c'était à l'époque Robert Thompson qui était vu comme le chef de file. Et plus tard, bah, on se rend compte que lui a pas fait de vague, que lui, bah, il a payé sa dette. Après, bon, ce qu'on en pense de 8 ans de prison, c'est trop, c'est pas assez, voilà, là je donne pas mon avis, je vous laisse laisser le vôtre dans les commentaires. Mais ouais, c'est quand même intéressant cette idée que celui qu'on avait en fait imaginé comme étant le mauvais garçon, comme étant un peu l'esprit mauvais du truc, ben finalement se retrouve à être celui qui sait le mieux réinsérer. Ensuite, je vous avais parlé de ces nouvelles révélations dans un reportage diffusé sur Channel 5, donc ça c'était la semaine dernière. Donc deux, trois détails. Un autre détail sur John Venable qui va... En tout cas, moi, ça m'a glacé le sang. Alors, lors du procès, il a déjà demandé plusieurs fois si James était dans la salle. Donc, non, le James est mort, il suit pas ton procès. Et puis, ben, en fait, lui, il disait qu'il avait l'impression que le petit James grandissait en lui, si bien que chaque soir, lorsqu'il retournait à son lieu de détention, la première chose qu'il faisait, c'était retirer ses vêtements et prendre une douche parce qu'il avait l'impression de sentir le petit James sur lui, quoi. C'est assez glaçant comme détail. On apprend d'autres choses, on apprend par exemple que Robert Thompson, c'est quelque chose qu'il a écrit dans ses lettres avant sa libération en 2001, il dit quelque chose qui choque les Britanniques, il dit qu'il est bien conscient qu'il a reçu une bien meilleure éducation, qu'il a eu une bien meilleure vie, entre guillemets, grâce à ce meurtre, et qu'en fait, enfin à ces faits, et que en fait qu'il est conscient de l'ironie de ce qu'il dit, hein, mais qu'il est aussi conscient d'avoir eu accès à une vie bien meilleure. J'ai lu les messages Twitter le soir de la diffusion de ce reportage, il s'appelle New Revelation si jamais. Alors honnêtement, je crois que j'ai trouvé un seul et unique message où quelqu'un essayait de pondérer un petit peu en disant que c'était quand même des gamins de 10 ans. Là de nouveau, je prends pas parti, mais vraiment ces gamins, plusieurs années plus tard, donc les faits c'était en 1993, sont toujours victimes, enfin sont toujours l'objet de haine en Grande-Bretagne, hein. On dit encore que, enfin les gens pour eux, on peut les condamner à mort, on peut les mettre en prison pour toujours, que ce soit autant John ou Robert. Les Britanniques sont aussi très fâchés puisque les nouvelles identités de John Venable et Robert Thompson coûtent très cher. On a dû leur créer un nouveau numéro de sécurité sociale, des cartes vitales, enfin tout ce qu'il faut pour aller avec leur nouvelle identité. Donc ça a coûté très cher aux contribuables britanniques. Et comme je vous l'ai dit, Robert Thompson, on lui a déjà changé une fois son identité. Par contre, dans le cas de John Venable, c'est plus compliqué. Lui, il a tendance tout à coup à parler, à expliquer qui il est à des gens, donc il a été changé déjà, son identité a déjà été changée 3 fois sauf erreur. Voilà, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos remarques dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau Crime et Enquête.